Je sais que ça va être une course très dure, mais moi, c'est ce que je recherche, c'est voilà, de la stimulation, pouvoir faire un sorte de ruptor un peu d'été, quoi. Me mettre, euh, me mettre, euh, me mettre un peu dans le rouge et puis voilà, vivre des émotions fortes qu'on vit parfois qu'une fois dans sa vie. Avant de lancer cet épisode, je voulais te présenter Vive Allure, un magasin de cycle spécialisé dans les vélos de route et gravel à Bonneville, proche de chez moi en Haute-Savoie. Si tu es de passage dans la région ou bien que tu habites à proximité, je ne peux que te conseiller ce shop convivial où les conseils de Cléa et Pierre-Antoine sont avisés. Tu y trouveras des marques de qualité telles que les vélos Ridley, mais également un service atelier qui saura prendre soin de ton vélo. Et si tu es à la recherche de convivialité, Vive Allure organise des sorties gravel qui seront l'occasion d'échanger entre passionnés lors de la sortie. J'espère que tu éprouveras autant de plaisir que moi à découvrir et à revenir voir Cléa et Pierre-Antoine chez Vive Allure. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue au podcast Les Joies du Sport, le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Dans ce format, des invités viendront te présenter leurs futurs projets sportifs, que ce soit une course avec dossard ou bien un projet off, et cela à 2 reprises. Mais pourquoi 2 interventions sur un même sujet ? C'est peut-être la question que tu te poses. Sache que ces 2 épisodes te permettront une immersion totale dans le projet. Lors du premier épisode, enregistré avant l'événement, ce sera l'occasion de découvrir notre invité et d'en apprendre plus sur le défi qui l'attend, comment il s'y est préparé. Nous découvrirons également comment il intègre son entraînement dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous discuterons de ses sensations à l'approche de l'événement, ainsi que ses attentes sur ce défi. Et si tu écoutes cet épisode dans les premiers jours de sa sortie, cela te permettra de suivre l'aventure en direct via les informations qui te seront données par l'invité ou via le compte Instagram du podcast, @lesjoiesdusport.podcast. Lors du second épisode, qui sera enregistré après l'événement, que le projet soit couronné de succès ou parsemé de difficultés, l'invité te partagera son expérience lors d'un débriefing complet et nous analyserons la différence entre les attentes et les résultats obtenus. Et ce sera également l'opportunité de connaître ses futurs projets. Maintenant que tu connais le concept, je te laisse avec l'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Jules Musard, aventurier et ultracycliste qui a déjà participé et bien figuré sur des courses dans cette discipline. Il est également un grand amoureux de sa région, ce sera l'occasion pour nous qu'il nous la fasse découvrir. Mais aujourd'hui, Jules est présent pour nous parler de sa prochaine participation à la Desertus Bicus. Si tu y participes prochainement, tu devrais pouvoir profiter de l'expérience de Jules qui a déjà participé par le passé à cette course. Mais à présent, il est temps d'aller à la rencontre de Jules. Bonjour Jules, comment tu vas ? Comment tu te sens aujourd'hui ? Bonsoir Alexandre et les joyeux sportifs des joies du sport. Je suis content d'être avec vous et de pouvoir vous parler de ces aspects-là, de préparation, de notamment la Desertus, etc. Voilà, tranquille, en direct de ma chambre dans le Gâtinais, donc dans le nord-est du Loiret, près de Montargis, à une grosse heure dans le sud de Paris. Effectivement, je confirme, je suis très attaché à ma région et à ces petits vallons, ces vallées et ces rivières qui offrent des terrains de jeu sympathiques d'entraînement et surtout de vie. Très bien. Est-ce que tu peux te présenter et quel a été le premier sport qui t'a passionné ? Jules Musard, donc j'ai 24 ans, je suis juriste de formation. J'ai fait 2 ans en sport-études, notamment en athlétisme et en cyclisme, en travaillant en parallèle dans un cabinet d'avocats pendant 3 ans. Et j'ai toujours été un grand amoureux du sport de manière générale. J'ai plutôt fait des sports collectifs étant plus jeune. J'étais capitaine de mon équipe de foot, j'étais aussi tennisman, j'ai toujours fait de la course à pied, du vélo, du VTT. J'ai aussi j'étais capitaine de mon équipe d'athlétisme à la fac. Voilà, donc j'ai toujours été un aventurier, on va dire, de la vie, mais aussi du sport. Chaque sport a ses spécificités, ses intérêts, ses réjouissances. Et donc je me suis tourné vers l'ultra-distance, l'ultracyclisme, il y a à peu près, donc il y a 3 ans, enfin un peu moins de 3 ans en compétition, on va dire, depuis que j'ai fait la French Divide en 2021, donc la traversée de la France en diagonale en VTT. Et avant ça, en fait, ça faisait une dizaine d'années que je faisais déjà du cyclotourisme, tout simplement avec ma famille, ma sœur, mon père, mes amis, voilà, donc la Loire à vélo, vous connaissez sûrement, suivre les côtes et les rivières de France et d'Europe, et c'est comme ça que j'ai découvert
voilà, les courses de longue distance, et je me suis prêté au jeu. J'avais déjà en fait cet état d'esprit d'aventurier qui a facilité, qui m'a vraiment excité et stimulé dans cette discipline. Et du coup, tout cet entraînement pour l'ultracyclisme, en tout cas, tu l'effectues où? Bah écoute, bonne question. Je le fais donc depuis le Gâtinais, donc qui est une région naturelle au passage, qui veut dire terre pauvre en vieux français, parce que c'était une terre qui était un peu abandonnée, un peu ravitaillée par les corbeaux, mais qui a aussi beaucoup de richesses. Et ça, c'est mon projet associatif du Gâtinais libre, dont il est absolument pas question aujourd'hui. Donc je referme tout de suite la parenthèse. Mais tout ça pour dire que je suis amoureux de ma région. Et comme je disais en introduction, il y a plein de... voilà, en fait, c'est une chance d'habiter à la campagne quand tu veux faire du vélo, tout simplement, Mmh. parce que moi, j'ai plein d'amis qui habitent à Paris et à la ville, et c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas donné suite aux opportunités que j'avais dans le milieu juridique, le milieu des affaires, parce que c'était aussi pas ma sensibilité, tout simplement, mais parce que aussi fonctionnellement, bah, tu peux pas faire du vélo. Tu peux faire le polygone et le bois de Boulogne, et c'est bien, mais bon, c'est bien 2-3 mois, mais après, il faut... Voilà, ici, c'est l'air pur, donc en fait, tout simplement, quand je veux sortir, soit je regarde l'état du vent. Bon, le vent il souffle dans telle direction aujourd'hui. Bon, allez, je vais aller un peu en Bourgogne, hein. Je suis pas trop loin d'Auxerre, du Morvan, etc. On va s'amuser, ou bien on va aller dans les pays de la Loire. On va aller à Tours, ou bien voir mon grand-père dans l'Indre aujourd'hui, ou bien je vais aller plus du côté de Chartres, rouler dans la Beauce. Tu vois, voilà, c'est franchement en fonction évidemment du feeling et aussi de la météo, mais voilà quoi, on peut regarder un peu sur tous les azimuts de la boussole. Très bien, ouais, on a bien compris qu'en tout cas, cette région, elle te, complaît, totalement, en tout cas au niveau de ton entraînement, vélo. Mais est-ce que des fois, tu as quand même des envies un petit peu d'aller voir, plus loin? Donc effectivement, pour les entraînements, l'envie d'aller voir ailleurs, comme tu dis, et c'est un vrai sujet, mais après il faut distinguer mon entraînement, on va dire, de tous les jours. Donc bon, je vais pas rentrer dans le détail de ma préparation physique et de toutes les activités que je fais. Je fais aussi bon, de la natation, de la course à pied, du renforcement musculaire. Euh, je fais des courtes et des moyennes distances. Par exemple, il y a 2 semaines, je suis allé à Reims, j'ai fait un aller-retour pour manger un Libanais. Voilà, donc je suis parti à 5h du mat. J'ai traversé toute la Seine-et-Marne et la Marne et la montagne de Reims pour arriver à Reims, rester 1h30, discuter, manger, et puis repartir en passant par Châlons en Champagne, Troyes, Sens, et rentrer chez moi. Voilà, donc tu vois, ça c'était bon, c'était quand même une grosse sortie de 400 bornes au total sur la journée, mais tout ça pour dire que ça fait partie de mon entraînement de faire des sorties courtes et moyennes, mais aussi avant tout, pour moi, le vélo est synonyme d'aventure et d'ouverture sur le monde, sur les territoires, sur moi-même aussi. C'est l'occasion de m'extraire d'un présent qui est très actif. Du coup, à côté de ça, je suis médiateur culturel, organisateur de festivals, etc. avec le Gâtinais Libre. Donc voilà, j'ai une vie très active et je suis content de déconnecter en faisant du vélo, en allant voir de la famille, en allant voir des amis, en découvrant des territoires. Voilà, donc dès que je peux, j'ai un petit peu plus de marge sur mon emploi du temps. Je pars 3-4 jours faire une grosse boucle du côté de la Suisse, du côté de la Belgique, du côté voilà, du Limousin, que sais-je, du côté de la Bretagne. Donc, et ça, c'est aussi quelque chose d'important dans ma façon de voir les choses. C'est que pour moi, je suis quelqu'un qui m'émerveille et qui me dépayse et qui m'enthousiasme très facilement. Et je pense que c'est une philosophie de vie, c'est important de voir les choses et de les apprécier comme elles sont au maximum. C'est que n'importe où je vais, en fait, je vais trouver ça juste trop bien, trop chouette. Je vais être aux anges. Donc voilà, je n'ai pas besoin d'aller dans les Alpes ou bien dans les Pyrénées, et c'est très cool et j'y vais de temps en temps, mais voilà, pas besoin de trop me prendre la tête sur mes sorties. Pour moi, voilà, tout se vaut, et je m'intéresse encore une fois beaucoup au territoire et à leur spécificité culturelle aussi, naturelle, et j'adore cette idée de traverser, de conquérir un peu un territoire et de sentir ces reliefs qui bougent, d'arriver dans un département comme ça, de découvrir une ville dont j'entends parler depuis tellement d'années, ou bien de tomber sur ce village que j'avais croisé il y a 10 ans en partant en vacances avec ma mère, tu vois. Bon, bref.
pour répondre à cette question. Je suis peut-être un peu parti Non, mais un peu en c'est très bien parce que du coup, en fait, tu as répondu, partiellement, voire même en totalité, à une question que je pose systématiquement sur le podcast, qui est: comment est-ce que tu intègres, ton entraînement dans ta vie personnelle et professionnelle? Donc je pense qu'avec ta réponse, en tout cas, tu y as répondu. OK, bah, très bien. Donc ça va très bien, tu vois, tu as fait d'une pierre, deux coups. Écoute, si OK, tu veux, on peut passer, à la suite. J'ai une petite question sur, l'entraînement qui t'a été posée en vocal, donc je vais te la faire ouais. écouter, puis je te laisserai y répondre, juste après. Salut, moi c'est Benjamin, un copain de lycée de Jules, avec qui j'ai partagé de nombreuses aventures à vélo. La question que j'avais pour lui, c'était qu'est-ce qui te prépare le mieux pour tes compétitions d'ultracyclisme, le vélo ou les soirées techno? Ah, trop fort le crack. Là, on va en savoir un peu plus du coup. Ah là là, il me pousse dans mes retranchements là. Non, en vrai, question, très bonne question, très pertinente. En fait, la question c'est est-ce que je fais du vélo pour tenir en soirée techno ou est-ce que les soirées techno sont un entraînement pour le vélo? Et la réponse c'est un peu les deux en fait. Non, pour donner plus d'éléments de contexte, oui, bon, bah, je suis un bon vivant, j'aime bien les milieux festifs, j'aime bien la musique électro et effectivement, enfin, il y a un lien qui est très, très évident entre ça et ma pratique du vélo. C'est que, en général, déjà, je me déplace souvent en vélo pour aller en soirée, notamment pour aller en festival. Je suis capable de traverser toute une région. Enfin, j'avais déjà fait ça, 500 bornes pour aller en soirée, pour passer un week-end, tu vois, parce qu'encore une fois, le vélo, c'est un moyen de se déplacer. Et puis après, en fait, en ayant une bonne endurance et en étant dans voilà, un esprit sain dans un corps sain, en tout cas, j'essaie au maximum. Après, t'as tout simplement une bonne endurance dans la vie aussi de tous les jours. Et en soirée, en fait, bah, tu peux faire des nuits blanches sans prendre d'alcool ou de drogue ou quoi que ce soit. Et bon, moi, c'est aussi mon éducation et ça, c'est pas le sport qui me fait être que comme ça, mais tout ça pour dire que j'arrive à faire des choses au quotidien qui sont assez énergivores de manière, enfin voilà, avec une certaine, enfin voilà, une sorte d'énergie naturelle qui est notamment permise avec des entraînements d'endurance de vélo. Et puis après, le lien aussi entre ça et les soirées techno et le vélo, c'est aussi le fait que bah, la techno, la musique électro, c'est quelque chose de très organique et qui vont vraiment, enfin un petit peu faire vibrer ton corps et voilà, et te mettre dans des états d'hypnose, de transe un petit peu, de manière encore une fois très naturelle et très spontanée, et sans aucun état d'ébriété ou d'emprise ou quoi que ce soit. Et en fait, le vélo te le permet aussi, notamment quand tu vas sécréter des endorphines. Donc pour moi, il y a un parallèle aussi, on va dire, un peu psychique entre ce que peut t'apporter la musique électro, la techno, et puis aussi le vélo. Voilà, donc c'est ma façon de répondre à Benjamin. Parfait, écoute et Ah, il le sait parce c'est un camarade de la première heure. Il est toujours à côté de moi, pas très loin du caisson, et puis il est aussi toujours sur sa selle, devant ou derrière moi, plutôt devant Benjamin, mais voilà. Il est jamais trop loin des bons coups. et pour une course, comme celle-là qui arrive, on va dire assez tôt, on va dire dans la saison, comment tu gères ta préparation hivernale? Ouais, excellente question, vrai sujet. C'est vrai que c'est pas évident de préparer des compétitions aussi intenses, aussi demandantes, quand en fait, les 4-6 mois qui viennent avant sont des mois quasiment d'hiver, quoi, parce que bon, la Desert Tooth, ça arrive mi-avril. Hem, En fait, j'ai été obligé dès septembre, en fait, de me positionner sur un cycle d'entraînement progressif, mais j'ai pas vraiment eu voilà, je ne peux pas tu peux pas te permettre quand tu prépares ces courses-là et quand tu as l'ambition vraiment de bien figurer, tu peux pas te permettre de faire de grosses coupures et surtout pas, l'automne. Tu dois rouler, en fait, dès l'automne et rouler ou bien, en tout cas, te mettre dans les meilleures dispositions et ça implique, bah, très rapidement, concevoir des plans d'entraînement. Bon, moi, du coup, je me suis fait une team cette année avec, je vais les citer, des super gars. Baptiste Collin, préparateur, coach sportif qui est aussi masseur sur Nemours, qui fait un taf vraiment super cool avec moi. Vincent Lespèce aussi, qui est mon préparateur mental depuis Bordeaux. Voilà, il y a aussi Aubin Salmon qui est mon éthiopathe. Bon bref, voilà, vraiment une belle équipe. Il y a aussi Tanguino qui m'a accompagné sur des vidéos, mais tout ça pour dire que
très rapidement, c'est important de se trouver une team de gars voilà, qui vont te stimuler, te cadrer, parce qu'encore une fois, l'ultra-distance, c'est une discipline qui est fondamentalement individuelle. Le vélo et surtout l'ultra-distance, et surtout, en fait, t'as pas d'équipe, t'as pas de fédération, ta structure, c'est toi qui dois te la créer, tu vois. Donc voilà, te trouver une équipe stimulante, qui te cadre bien, et ensuite, première chose. Deuxième chose, être sur un entraînement et des charges de travail progressives. Donc, on a passé au moins 2 mois avec Baptiste à faire du renforcement de fond pour que mon corps soit prêt à passer l'hiver et à ensuite avaler des charges qui soient plus importantes, parce que c'est quand même très violent l'ultra. Ton corps doit être gainé, doit être mobile, doit pouvoir, en fait, entre guillemets, se torturer un peu de temps en temps en restant 15-20 heures, voire plus, sur ton vélo. Voilà, donc avoir un bon renforcement général, d'où les heures que j'ai passées et que je passe encore à la salle, la natation que j'ai fait pour muscler tout mon corps, la course à pied aussi pour avoir vraiment les meilleurs appuis. Très important aussi d'avoir une hygiène de vie qui soit saine, que ce soit, moi je dors entre 7 et 8 heures par nuit. Voilà, je bois pas d'alcool depuis septembre dernier. Je mange beaucoup, mais je mange sainement, en tout cas j'espère. Voilà, donc et puis évidemment, voilà, après ton entraînement va être de plus en plus spécifique à mesure que tu approches la date de ta compétition. Donc moi personnellement, je travaille par cycle, je fais des cycles d'entraînement de 6-8 semaines en général, où je vais varier beaucoup d'entraînements, et à la fin je vais faire une grosse sortie, comme j'ai fait par exemple avec la Ruptor avec Benjamin en début janvier. Et puis voilà, donc tu fais des paliers. Très important aussi de rester motivé, parce que quand tu es un peu tout seul comme ça dans ta bulle, qu'il fait froid, tu fais un peu toujours les mêmes choses, parfois tu peux te questionner. C'est important de toujours rester alerte et toujours rester motivé. Donc ça, c'est le travail que je fais plutôt avec Vincent, qui m'a beaucoup aidé, et je le remercie encore. Et voilà, donc c'est des éléments de réponse que je te donne un petit peu comme ça, quelques pistes. Mais c'est vrai que la préparation sportive, c'est toujours un gros sujet, qu'elle soit physique, mentale, générale. Mais pour l'ultra, effectivement, pendant l'hiver, c'est très particulier. Ouais, et j'ai noté que tu m'as parlé de la Ruptor avec Benjamin. Ça, c'est quoi cette Ruptor? Le Ruptor, c'est un petit délire, hein. Donc Benjamin, c'est le collègue qui a posé la question juste avant, qui est un de mes meilleurs amis du lycée, avec qui on a toujours fait des aventures. On est parti, on a traversé les Carpates ensemble à pied. On a traversé en vélo les Balkans, en VTT il y a 3 ans. On a fait une traversée, première Ruptor, c'était officiellement. Donc le Ruptor, c'est tout simplement des, euh, des courses qu'on organise nous-mêmes, ou en général on est en binôme, parce qu'on ne trouve personne pour nous suivre sur ces délires-là. Et en fait, on va partir en hiver et on va explorer les limites, d'où cette idée de Ruptor, de tout simplement des capacités humaines, un peu psychologiques et aussi géographiques. Enfin voilà, en gros, on va se mettre une déterre pour faire l'année dernière, on a fait 3 Ruptors. Donc la première, il y a 3 ans, on était allé jusqu'en Écosse en vélo depuis Londres en plein mois de janvier, je crois. Alors voilà, enfin on avait très peu dormi. Déjà, on avait fait une nuit blanche. En arrivant à Londres, on avait dû faire 350 km pour aller jusqu'à Sheffield. C'était une journée vraiment épique. On avait traversé toutes les agglomérations anglaises, qui est un pays qui est très dense. Ensuite, on s'était pris 15 cm de neige dans un parc national. Ben avait failli faire une hypothermie et on s'était retrouvé dans une chapelle à se faire héberger un peu en urgence à 23h par des locaux qui nous ont dit qu'on était complètement malades, tu vois. Bon, après, en Écosse, c'était un peu plus cool. Et puis l'année dernière, on était parti jusqu'à Prague depuis le Gâtinais, donc en 3 jours. Donc on avale des grosses distances, on faisait des journées à 300 bornes à peu près. Donc, pareil, on s'était vraiment bien donné. On avait plutôt été bien lotis en termes de conditions. Et cette année, on est allé jusqu'à Munich depuis Bruxelles après le Nouvel An. Donc voilà, entre le 3 et le 5 janvier, on a fait 3 jours de vélo. Donc des journées entre 200 et 350 bornes. Alors on s'est tapé beaucoup de flotte. Il faisait pas trop froid, mais on a pris cher, notamment dans les Ardennes belges. On était complètement trempés. On a fait un stop au Luxembourg, à Karlsruhe, et ensuite à Munich. Et voilà, encore une fois, c'est un moyen de passer un moment vraiment complice avec un de mes meilleurs amis, avec qui on a toujours entretenu notre relation par notamment des projets sportifs et des projets
d'aventure. Et puis voilà, c'est un moment aussi, c'est un moyen de te tester, et ça m'a permis de définitivement lancer ma préparation et de monter d'un cran en termes d'intensité, parce que jusqu'à présent, je faisais surtout des moyennes distances vers chez moi. Aussi, j'avais une petite douleur au genou qui s'est résorbée justement grâce à la préparation physique qu'on a fait avec Baptiste. Et j'ai été définitivement débarrassé. C'était un peu une sortie test pour moi. J'ai pas eu de douleur et je me suis dit, ok, maintenant, Bamos, on va pouvoir enchaîner. Et là, je peux monter vraiment en intensité en termes d'entraînement grâce à cette rupture. Donc, c'est vraiment un projet entre potes, et c'est aussi voilà, un moyen de monter en gamme et de te motiver aussi pour ta préparation, quoi. C'est comme ça aussi. Parfait. Bah écoute, maintenant qu'on en sait un petit peu plus en tout cas sur ta préparation pour les compétitions d'ultracyclisme, on va Ouais, pouvoir passer au plat du jour qui est la Desertus Bacchus. J'ai pour habitude sur le podcast d'introduire la course en allant lire des lignes qui sont là en l'occurrence sur le site même de la course. ouais, Et puis après ça, on pourra entamer cette thématique. très bien. Let's go. La course. Rallye raid vélo traversant l'Espagne, du golfe de Gascogne à la Costa del Sol, en orientation, en autonomie et sans assistance. Cette épreuve est un hommage aux premiers aventuriers du rallye raid Paris-Dakar des années 80. Desertus Bacchus vous emmènera traverser des zones désertiques en Espagne, comme le désert des Bardenas. C'est vous qui avez la responsabilité de tracer votre itinéraire. Différents choix sont possibles suivant le kilométrage, le dénivelé ou le vent. Toutes les routes ou grands chemins sont autorisés. Le vélo de route est fortement recommandé. Adaptez vos pneumatiques pour pouvoir mixer piste et route. Certains points de passage sont situés en plein désert. L'accès à ceux-ci se fait par des pistes roulantes. Pas besoin de VTT. Les parties pistes roulantes représentent 5 à 10% de votre tracé final, suivant votre itinéraire. Donc voilà pour la course en elle-même. Et toi, Jules, qui a déjà participé à cette course, comme j'ai pu le dire en introduction, qu'est-ce qui t'y fait revenir sur cette course ? Bon, déjà, première chose que j'ai à dire, c'est que c'est un sacré plat du jour et qu'il faut beaucoup d'appétit pour s'attaquer à ce genre de menu. Écoute, t'as tout dit. Enfin, non, t'as juste. J'ai juste lu, hein. Tu as lu les copier-coller Wikipédia de Yvan. Non. Non, je suis allé directement sur son site. Oui, oui, non, mais je sais, c'est un C'est petit. ce que tout participant, en tout cas, c'est ce qui doit donner en tout cas envie aux participants de Tout à fait, venir non, faire non, la course. je le vanne, c'est faux parce que là, son explication, c'est. Après, il y a aussi les explications des traversées des déserts, etc., plus l'approche géographique. Et non, je le charrie. En tout cas, je rends un maxi hommage à Yvan Tuard, et je crois que j'ai bien prononcé son nom de famille cette fois-ci, qui est vraiment un très bon ami, qui est l'organisateur de cette Desertus. Il est le fondateur unique de cette course. Voilà, c'est une course qui est née de son imagination, de sa créativité, sa folie, sa passion pour le sport, le vélo, la convivialité, le bon vivre, l'Espagne. Enfin voilà, c'est quelqu'un d'exceptionnel. J'ose espérer qu'il répondra à des sollicitations de podcast, parce qu'il en a, et il a tellement à partager. C'est un garçon formidable qui est très humble aussi. Voilà, donc je lui rends un petit hommage vraiment. Et donc voilà, c'est Yvan qui a fait cette course, qui l'a lancée si je dis pas de bêtises, il y a 3 ans, donc en 2021-2022, donc là, 2022. Je l'ai fait lors de sa première édition. C'était d'ailleurs ma deuxième grande course que j'ai faite après la French Divide. Donc c'était ma première course en route, parce que je suis plutôt un adepte du VTT à la base. Je m'étais beaucoup entraîné, c'était l'époque où j'étais en sport-études. J'étais en bonne forme, mais j'avais très peu d'expérience. J'avais fait une bonne course, j'avais pris du plaisir. J'avais aussi souffert, dans le sens où j'étais mal préparé en fait. J'étais parti beaucoup trop vite. J'étais parti à fond les ballons dans les Pyrénées avec des copains que vous connaissez plus ou moins, avec Sofiane Seili, avec Adrien Liechti, avec Guillaume qui vient de faire un record là avec son pote des anneaux, des tracés des anneaux olympiques. Toi, Alexandre, je sais que ça. Ah oui, Vincent. Et du Vincent aussi. Enfin, c'était Guillaume. Ah oui, c'était Guillaume qui t'avait, oui. Guillaume de Lustrac. Voilà, un bon copain aussi. Donc on était parti à fond les ballons en tête dans les Pyrénées. On s'était fait arrêter par la police espagnole, qui nous avait dit: mais vous roulez sur la départementale nationale là, vous êtes qui là, vous faites quoi? Tu vois, du coup on avait dû temporiser. Il y avait un gars qui était tombé dans un ravin parce qu'on
bref, c'était vraiment là, c'était une très haute intensité. Et puis voilà, donc mes petites péripéties, c'était que mon vélo était resté bloqué dans un hôtel parce que j'avais mal communiqué à l'aubergiste qui pensait bien faire en mettant mon vélo dans un endroit safe. Et en fait, il me l'avait bloqué le matin quand je voulais partir. Je pouvais juste pas accéder à mon vélo et j'étais comme un con, tu vois. Je pouvais même pas me recoucher parce que j'étais plein de café et de Red Bull, tout excité là. Et en fait, voilà, c'était un peu la grosse défaite. Et puis après, j'ai mon, j'ai mon GPS. Enfin, en fait, j'avais pas de GPS, j'avais mon téléphone. J'avais ma batterie qui était, comment dire, ma balise qui avait plus de piles. Donc voilà, j'étais pas identifiable, je pouvais pas bien m'orienter. J'ai fait la fin au panneau, je savais absolument pas combien de kilomètres il me restait. C'était juste psychologiquement, c'était horrible, intenable. J'ai craqué un peu avant la fin où j'ai dormi chez un habitant après m'être perdu et voilà, là, j'ai dormi 5-6 heures et le lendemain je suis rentré tranquille et finalement je suis arrivé 13e, tu vois, après avoir fait la moitié de la course en top 3 et voilà, je m'étais écroulé à la fin parce que j'étais mal préparé, mais c'est en tout cas, j'avais quand même pris beaucoup de plaisir à rencontrer des gars super, ça m'a vraiment donné envie de continuer dans cette filière-là et puis aussi ça m'a beaucoup fait apprendre aussi, voilà, j'ai continué à faire du vélo vraiment pour le plaisir, donc j'ai un peu mis en retrait l'ultra pendant quelques temps pour me concentrer sur mes études, sur d'autres projets. Et justement, là, c'est la période où j'ai fait quand même quelques courses, mais on va dire sans avoir vraiment d'ambition et de préparation, même si, exception, j'ai quand même gagné une course l'été dernier, la Nomadian Rapso Bike, l'autre course qu'Yvan a créée, qui avait sa première année du coup l'été dernier. Qui est une très belle course aussi. Voilà, tout ça pour dire que je reviens avec plus d'expérience, une envie de découvrir encore l'Espagne, des nouvelles régions. Le tracé est différent cette année. Il n'arrive pas sur la Costa del Sol à Malaga, mais il arrive à Setúbal en dessous de Lisbonne. Et voilà, j'ai envie de aussi prendre ma revanche sur moi-même, c'est-à-dire donner le meilleur de moi-même et pas avoir d'excuses cette fois-ci, voilà, de non-préparation. Et puis surtout vivre des émotions fortes. C'est vraiment le cadre qui est parfait avec plein de gars que je connais qui sont aussi bien entraînés, qui sont bien motivés. Je pense à Vincent, je pense à Max, je pense à Simon aussi, qui sont des gars que je connais plus ou moins bien, que j'apprécie pas mal et qui seront aussi au rendez-vous cette année. Je sais que ça va être une course très dure, mais moi, c'est ce que je recherche. C'est voilà, de la stimulation, pouvoir faire un sorte de ruptor un peu d'été, quoi. Me mettre un peu dans le rouge et puis voilà, vivre des émotions fortes qu'on vit parfois qu'une fois dans sa vie, quoi. Être plein d'endorphines, voir un lever de soleil comme ça sur la Sierra, voilà, sentir vraiment sentir la vie, quoi, te sentir vivre, ça fait du bien. Donc là, tu sais que tu l'as expliqué que voilà, il y a plusieurs points en tout cas qui ont eu besoin d'être changés en tout cas pour cette prochaine course. Ouais. Qu'est-ce que principalement tu vas modifier cette année dans la préparation et la réalisation de ta course? Bonne question. Déjà une chose que je change pas, c'est vraiment prendre du plaisir, c'est important parce que parfois des gens se demandent comment est-ce qu'on trouve du plaisir dans ces disciplines qui peuvent être considérées comme un peu sadomasochistes où tu vas juste être sur une selle pendant 18 heures par jour et te priver de tout confort et te mettre dans tous tes états. Les gens ne comprennent parfois pas. Prendre du plaisir, c'est-à-dire déjà prendre du plaisir de manière générale, l'entraînement, faire des choses que j'aime bien, varier, rester motivé, prendre soin de toi. Ça, c'est très général, mais c'est la façon l'orientation qu'on a voulu donner à mes entraînements avec mon préparateur physique et mental. Donc avec mon préparateur physique, varier, avec Baptiste, être progressif dans les charges et dans l'intensité des entraînements, varier les sports. Donc je disais que je faisais du renforcement musculaire, de la natation, de la course à pied. Avec Vincent, se questionner un petit peu plus sur les motivations intrinsèques de ce genre de pratique. Et en fait, moi, comme je le sous-entendais au début et comme je l'expliquais dans mon précédent podcast, en fait, quand je fais des sorties, c'est un moyen de voyager, de découvrir, de profiter. C'est pas une fin en soi de faire des sorties vélo juste pour s'entraîner, pour accumuler des coms ou je ne sais quoi sur je ne sais quelle application. En fait, c'est un moyen de me déplacer avant tout pour moi, tu vois, de me déplacer, d'aller voir des gens. Donc en fait, je j'ai pas l'impression
quand je m'entraîne, de subir quoi que ce soit ou d'être dans une logique où voilà, je suis un hamster et je dois bourriner un max pour pouvoir être le plus haut niveau. Tout ça pour dire que c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Donc l'aspect vraiment de prendre soin de soi et prendre du plaisir, donc ça c'est une chose que je ne change pas. Prendre aussi du plaisir pendant ma course avant tout. Et ça c'est quelque chose d'important à avoir en tête, c'est que mon propre adversaire ou ma propre personne, en fait, le sujet c'est moi-même. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire de l'ultra pour ressentir des émotions fortes, pour libérer tout mon potentiel d'endorphine pour voilà, toucher vraiment des zones. Et ça ne regarde que moi, ça ne regarde pas les autres. C'est-à-dire que je refuse de rentrer dans voilà, dans de la compétition, on va dire, bête et méchante, où il faut absolument que je batte un tel ou quoi. Moi, quand je dis que je veux bien figurer, c'est donner le meilleur de moi-même. Si j'arrive à être premier, c'est très bien. Si je suis pas premier, c'est très bien aussi. Il n'y a aucun souci avec ça. Tant que moi, j'aurais donné le meilleur de moi-même et je serais allé chercher ces ressources-là, et ben, je serais satisfait. Donc ça, c'est les choses qui changeront jamais et qui font que j'arrive à m'épanouir et que j'ai envie de me projeter dans ce sport. Voilà. Et après, les choses que je change, c'est évidemment une approche beaucoup plus pragmatique de la préparation, d'où le fait de me mettre entouré de spécialistes cette année, de faire beaucoup plus attention à mon matériel aussi, de voilà, des choses de cet ordre-là, quoi, qui relèvent un petit peu du bon sens, mais avant tout, l'ultra, c'est une question voilà, je dirais de force mentale et de vision, de motivation, de boussole, et ça doit venir de ton intérieur. Après, le reste, c'est des choses voilà, qui relèvent du bon sens sportif, mais ce qui compte vraiment, c'est d'aller chercher cette énergie que chacun puise à des endroits différents, et chacun trouve sa motivation à sa manière, hein. Il y a autant de motivation qu'il y a de profils de cyclistes et de sportifs, quoi. Tu demanderas à un gars, il te dira quelque chose, l'autre te dira un autre truc. Voilà. Mais moi, c'est vraiment aller chercher des choses profondes au fond de moi qui me font vraiment me faire sentir humain et qui sont essentielles dans la société dans laquelle on vit aussi aujourd'hui, qui est une société où tu as besoin de ressentir des choses comme ça, quoi. Bon, au niveau matériel, il y aura un petit peu d'évolution. J'imagine quand même le compteur, il va peut-être faire partie des choses que Oui. tu vas changer, de ce que j'ai compris. Merci de me ramener à la réalité, Alexandre. Oui, bon, Dieu merci, j'ai investi un peu dans un compteur Garmin 140 Solar ou un truc du genre, compteur qui se recharge avec le soleil. Je vais peut-être investir dans un moyeu dynamo pour être autosuffisant dans une certaine mesure en énergie. Voilà, donc moi j'ai toujours mon Canyon aéro un cadre qui est relativement vieux, qui date de 2013, 2014 ou 2015, mais qui est très léger et qui me convient vraiment à merveille. Donc toujours voyager léger, ça je vais pas changer. Et voilà, moyeu dynamo avec un Garmin. Et puis après, je vais peut-être, je l'ai pas fait jusqu'à présent, mais je vais peut-être prendre quelques écouteurs avec moi pour me mettre, justement, pour faire plaisir à Benjamin et me mettre de la grosse hard techno dans les oreilles quand je serai dans la Sibérie espagnole à 3h du mat et qu'il fera un peu froid et que je serai peut-être un peu au fond du trou, tu vois. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui peuvent changer la donne, mais encore une fois, j'insiste sur ce point. Et pour ceux qui nous écoutent aussi, c'est à vous-même de trouver vraiment les motivations intrinsèques à votre pratique de vélo et à votre pratique sportive. Et chacun doit vraiment aller au fond de lui-même pour les trouver, ou bien parfois ça vient pas ça vient de l'intérieur, mais ça vient aussi de l'extérieur. Et à chacun ses moyens de trouver ses motivations et ses carottes un petit peu, c'est ça qui te fait avancer. Et en ultra, tu as besoin de créer un peu tes jalons, tes choses qui vont te faire avancer. Ça, c'est l'aspect vraiment mental. Je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, mais c'est important, notamment quand tu fais des grosses sorties, de te dire, ok, là j'ai 1000 bornes, je vais pas compter kilomètre après kilomètre. Déjà, il faut se déconnecter un maximum des distances, sinon tu deviens fou. Il faut rouler, et puis à un moment, tu peux regarder un peu à l'arrivée. Là, tu te dis, ok, là, il me reste 500, 400, 300. Bah, finalement, j'ai fait le plus dur. En général, quand tu arrives au point de chute, c'est-à-dire au point de non-retour, au milieu de ta sortie ou de ton objectif, tu sais que tu vas commencer à être réaspiré par l'arrivée. Tout ça pour dire que c'est important aussi de découper ton effort et de te dire, ok, là, je vais faire 150 bornes, ensuite, je vais arriver dans tel département ou tel pays. Et c'est des choses qui doivent te motiver, tu vois. Quand j'ai traversé, il y a une journée où j'ai traversé 6 pays l'année dernière quand j'avais fait la Nomadiane. J'étais passé en
en Autriche, en Italie, en Slovénie, en Bosnie et en Croatie, 5 pays pardon, dans la même journée. Et en fait, à chaque fois, tu te dis, bon, tous les 100 bornes, je suis dans un pays différent, tu vois, juste ça défile. Alors, à la fin, de la journée, tu as fait 450 bornes et tu te dis, ouais, putain, je les ai même pas sentis passer, quoi. Bref, voilà, c'est moi qui me suis donné ce droit de faire une petite digression pour dire que, encore une fois, la préparation, évidemment, voilà, matériel et physique est importante, mais encore une fois, c'est le psychique, l'existentiel qui est ton premier moteur dans ce sport. D'accord, ouais. Effectivement, oui, je comprends bien ce que tu veux dire. Une spécificité de cette course, c'est quand même le tracé qui est libre, où tu as pour obligation en tout cas de passer par des checkpoints. Ouais, Le parcours aujourd'hui, est-ce que toi tu l'as déjà tracé ou c'est quelque chose que tu vas faire prochainement? ouais, donc ça, c'est une grande spécificité de la course, comme tu le dis très justement. C'est une course qui est à la fois avec ça c'est le principe de l'ultra distance, hein, les amis, c'est que c'est une course qui est t'es en autosuffisance par définition, sans assistance, c'est-à-dire que tu peux pas te faire suivre par une voiture qui va te donner des barres de céréales ou des mecs qui peuvent te masser à tout moment dans leur coffre ou quoi. Enfin, il y a des courses comme ça qui autorisent, notamment aux États-Unis, mais en France, c'est pas comme ça. Tu te démerdes de A à Z, même si tu peux dormir, enfin faire tes courses évidemment dans des supermarchés ou bien dormir dans des hôtels ou quoi. Mais du coup, voilà. Et ça implique notamment de faire ton propre tracé, c'est-à-dire que sur cette course, il y a des points de passage obligatoires qu'on appelle des checkpoints. Et ensuite, tu dois relier toi-même avec ton propre tracé selon ta stratégie, selon ton feeling. Tu peux prendre les routes que tu veux, donc tu peux prendre soit des routes rapides, soit des routes qui vont couper, qui vont passer par la montagne, qui vont te faire éviter un couloir de vent, etc. Ça dépend, c'est ta stratégie au préalable et aussi pendant la course, selon les conditions, selon ton feeling, selon beaucoup de choses. Donc ça, c'est un point très important. Moi, j'ai déjà fait mon itinéraire. Voilà, c'est un point vraiment stratégique qui fait vraiment la différence. Alors cette année, on a quand même une marge de manœuvre qui est relative, c'est-à-dire qu'il y a des checkpoints qui sont quand même très rapprochés, ce qui fait que voilà, entre un point et un point B, quand tu es à 200 bornes, t'as pas 15 000 façons d'y aller, quoi. Tu sais que tu dois prendre cet axe-là, et grosso modo, c'est un peu ça. Il y a un peu moins cet aléa de stratégie que dans d'autres courses, comme l'année dernière dans les Balkans, justement, où les choix de course ont été vraiment déterminants. Et c'est aussi ce qui m'a permis de bien terminer, de prendre la tête, c'était de passer notamment par la Bosnie, alors que tout le monde passait par la Croatie, parce que c'était, entre guillemets, jugé plus civilisé, plus roulant, moins dangereux, c'était moins haut aussi. En fait, c'était un peu l'écueil, c'est que c'était des up and down, ça montait, ça descendait constamment, même si ça allait à pas plus de je crois 500 ou 600 mètres d'altitude. Alors que moi, j'avais pris une route de montagne qui allait jusqu'à 1200 bornes. Et en fait, après, tu restais sur un plateau et tu descendais légèrement. Et enfin, c'est comme ça que finalement, c'est pas en allant. Il faut pas penser que les montagnes seront toujours par défaut, la moins bonne solution. C'est pas forcément vrai. En fait, il faut prendre en compte tout simplement les courbes, le rythme aussi. Faire du up and down, c'est juste intenable sur 300 bornes. Ça te casse et ça te coupe les pattes, quoi. C'est vraiment moi je déconseille fortement. Et puis dans la montagne, tu as aussi moins de vent, alors que sur les plaines ou voilà, sur des collines comme en Croatie, t'es parfois plus exposé au vent, notamment quand tu es plus proche de la mer. Ça, c'est aussi des paramètres à prendre en compte quand on arrive proche des côtes, au Portugal. En Espagne aussi, on a des plateaux montagneux qui seront un peu comme ça, avec des grosses lames de vent aussi. Donc il y a l'aspect aussi de rouler en équipe. Ça, c'est une course dans laquelle tu as le droit de le faire. Donc il y a des courses, aussi bien qu'il y a des courses où il y a des tracés en fait qui sont déjà réalisés, où t'as pas de marge de manœuvre sur le tracé d'itinéraire. La Desertus permet aux concurrents de rouler ensemble, et donc voilà, de s'épauler, de s'entraider, de rouler pendant le temps qu'ils veulent ensemble. Et ça peut être un point stratégique évidemment non négligeable, puisque en étant en aspiration derrière un cycliste, tu vas économiser entre 20 et 40% d'énergie pour une vitesse similaire. Donc c'est aussi un point très important à prendre en compte dans l'aspect stratégie de la course, qui est absolument à ne pas négliger. Pour cette année, en tout cas sur la Desertus de cette année, l'itinéraire que tu as déjà tracé, dans le cas où effectivement les checkpoints sont assez éloignés pour qu'il y ait quand même une variation possible au niveau de l'itinéraire, qu'est-ce qui toi te fait choisir tel ou tel itinéraire? Je dirais pas, je sais qu'il y a Max qui m'écoute.
Non, non, non. Dans les grandes lignes, toi, c'est quoi? C'est plus par rapport en fait à tes aptitudes physiques Bien ou ce sûr, que on tu a tous des... préfères? Non, 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 mais bien sûr, on a tous des affinités avec... Voilà, moi personnellement, je suis un type de... un profil de cycliste qui est, on va dire, assez explosif, c'est-à-dire que je suis assez léger, je suis assez véloce, je suis bon grimpeur, rouleur correct. Mais avant tout, donc tout ça pour dire que la montagne, c'est, je dirais, plus un point fort. Donc, j'ai pas peur de passer en montagne et de monter un peu pour dérouler un peu derrière, plutôt que faire des rallongis et prendre des up and down, comme je disais. Après, ça, c'est quelque chose d'une vérité un peu générale, mais en général, tu prends les axes roulants, tu vois. Tu vas Mmh. prendre les départementales, tu vas prendre les nationales, tu vas en prendre beaucoup. Après, et ça, c'est quelque chose auquel je fais hyper gaffe, c'est que il y a des... Évidemment tu t'exposes au danger quand tu fais des choses comme ça, et moi, je tiens à ma vie, j'aime beaucoup la vie de manière générale, et pour rien au monde, j'ai pas envie de trop m'exposer non plus, tu vois, surtout que chaque année, sur des courses, il y a des mecs qui se font souffler par des voitures ou autres, donc il faut prendre ça très très au sérieux. Je prends des départementales et des nationales. En général, j'évite quand elles sont trop proches des agglomérations, et je les évite aussi en heure de pointe. C'est-à-dire que entre 17 et 20 heures, tu me verras rarement sur une nationale, et surtout si elle est proche d'une agglomération, parce que c'est là où tout le monde va et enfin, rentre du taf. Tout le monde est un peu excité, machin, surtout dans les pays latins. Et en général, tout ça pour dire que je roule sur des axes très roulants, mais en général, c'est plutôt pendant la nuit ou bien le matin, ou bien sur des heures creuses, tu vois. Donc il y a aussi cet aspect anticipé. C'est, certes, tu as plus d'affinité, mais il y a aussi cet aspect stratégique d'anticiper les flux de circulation. Et voilà, donc ça, c'est des choses importantes à prendre en compte. Quand tu fais ton itinéraire, tu dois dire, ok, je pense être à cet endroit à peu près à ces horaires-là. Du coup, voilà, a priori, ça devrait pouvoir le faire. Si c'est pas le cas, j'ai un plan B où je peux passer par là. Il faut envisager différents recours. Si jamais tu es sur une route qui est trop dangereuse, bah, tu sais que tu vas pas faire 200 bornes dessus parce que c'est juste suicidaire. Du coup, il faut que tu puisses trouver un moyen d'avoir un itinéraire parallèle sans trop retourner sur tes pas. Voilà, il faut avoir une feuille de route, mais il faut aussi penser à des solutions alternatives, quoi. Très bien. Écoute, je t'en demanderai pas plus parce que j'en ai bien compris que la concurrence peut être à l'affût. Tranquille. Donc, ouais, merci en tout cas ouais, pour ces précisions sur l'itinéraire, parce qu'effectivement, il y a les courses, comme tu l'as si bien dit, avec itinéraire tracé, où il y a ce genre de questions ne se pose même pas. Et petit détail, par contre, sur le tracé que tu as fait, alors pas forcément au mètre près, mais en termes de kilomètres et dénivelé, on a peu sur combien pour que les gens situent un petit peu la difficulté, ou en tout cas en termes de chiffres de la course? C'est une très bonne question. Donc, en termes de kilomètres, on est sur à peu près 2300-2400 kilomètres. Et en termes de dénivelé, que je dise pas de bêtises, il me semble, je pourrais pas te dire, je me demande si je suis pas à peut-être 13 000, je crois, un truc comme ça. Ok, 13 000. d'accord. Ouais, voilà, 13 moi, 000. même pour la distance et tout, c'est que ça donne une bonne, déjà Ouais. une bonne indication. Et en gros, pour te dire, Alexandre, a priori, selon Yvan, les premiers devraient arriver entre 2 jours et demi et 3 jours. C'est-à-dire que si tu pars le samedi matin, donc tu pars le samedi matin à minuit 1, donc le vendredi dans la nuit, quoi, de vendredi à samedi, tu roules samedi, dimanche, lundi, tu devrais arriver entre l'après-midi, enfin, dans l'après-midi ou dans la soirée, quoi, pour les premiers. Ah oui, quand même. Ouais, donc en général, les premiers, enfin, je sais que mon poteau Victor Bouscavet, quand il avait remporté la première des Airtos, il a remporté d'ailleurs la deuxième, grand champion. Salutations à lui s'il nous écoute. Avait roulé non-stop en faisant des micro-siestes, mais avait pas pris de nuit et était arrivé en 2 jours et demi, quoi. Tu vois, c'était vraiment une performance qui était flamboyante et qui avait vraiment scotché tout le monde. C'est que le mec, voilà, avait roulé 2 jours et demi en ayant déjà fait une journée dans les pattes, parce que quand tu pars en plein milieu de la nuit, donc tu as déjà vécu une journée et pas en train de rouler, mais tu es déjà debout. Donc le mec, pendant Ouais. Ah, gestion de quelques... sommeil, ouais, c'est. Voilà, pendant 3 jours et demi, le mec, voilà, tranquille, il a pas fait une nuit. Donc voilà, encore une fois, tu arrives à mettre ton corps dans des états de transe, d'hypnose, qui te font faire des choses vraiment incroyables et qui t'amènent dans des zones où tu serais jamais allé. Il y en a qui ont des hallucinations quand ils font du vélo. Justement, le poteau Guillaume là,
le Guy, quand il avait fait la Desertus, on avait roulé ensemble, il avait vu, alors je crois mot pour mot, il m'avait dit qu'il avait eu des hallucinations de Louis de Funès, ou bien de la reine d'Angleterre, ou bien des hologrammes de Jean-Luc Mélenchon, je sais plus, mais tu vois, des délires de cet ordre-là. Mais voilà, quand t'es en manque de sommeil, ton corps, ton esprit fait des dingueries, et t'as des apparitions, c'est hyper dangereux parce que tu peux t'endormir sur ton vélo. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois en entraînement sur les plateaux de l'Aubrac, et je me suis endormi sur mon vélo, je suis tombé sur une départementale. Heureusement qu'il y avait personne à cette heure-là parce que ça peut être fatal, quoi. Tu sors de ta route et tu te fais chasser par une voiture, donc c'est pas ouf. Voilà. Enfin, je referme la parenthèse en soulevant quand même un point, que le sommeil est déterminant aussi dans l'approche de l'ultra, qui est vraiment global, hein. On a parlé évidemment de la préparation, on a parlé de l'aspect psychologique, de l'aspect stratégique. Il y a l'aspect aussi de l'alimentation et du sommeil, qui sont vraiment des aspects vraiment conséquents, et qui déterminent vraiment ton état de forme et ton état de performance. Et chacun doit trouver son rythme de sommeil. Il y en a qui dorment relativement beaucoup, enfin beaucoup, on s'entend, hein, entre, je dirais, 3 et 5 heures par nuit, c'est un peu mon cas, et qui vont rouler fort dans la journée. Il y en a qui vont faire des micro-siestes, un peu comme peut-être comme Victor sur sa première course, et qui vont pas trop dormir. Il y en a qui... Enfin voilà, chacun fait ses stratégies. En alimentation aussi, il y en a qui vont prendre plein de gel et des barres de céréales. Il y en a qui vont manger plutôt du solide. C'est plutôt mon cas, pour l'impression d'avoir des vrais repas, tu vois. Après, il faut prendre en compte aussi la fatigue de la digestion, donc il faut jamais manger des grosses quantités, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est des questions vraiment de psychologie, de morale, mais c'est très intéressant de s'intéresser à ces aspects-là. L'ultra, c'est un peu comme la navigation en haute mer aussi, hein, où ils font aussi de l'endurance, notamment psychologique, où ils vont pas dormir pendant beaucoup, beaucoup de jours. Et ensuite, ils vont faire des micro-siestes, quoi. En général, je fais beaucoup de parallèles avec la navigation en haute mer en termes de psychologie d'effort, quoi. Très bien. Écoute, on approche de la fin du podcast, mais avant ça, j'aimerais savoir, est-ce que tu as un petit conseil à donner, par exemple, ou toi, comment tu fais en tout cas, quand t'as un moment vraiment, un coup dur, un moment de moins bien, pour pouvoir repartir sur le vélo et pas t'arrêter, pas abandonner en tout cas. Ça pourrait donner lieu à beaucoup de... Enfin, oui, c'est une question intéressante. Y a pas, enfin, ça peut être tellement de choses. Ce que je veux dire, c'est que en général, il y en a qui écoutent de la musique, il y en a qui vont regarder la photo de leur gosse qu'ils ont laissé dans leur sacoche, il y en a qui vont chanter des chansons et qui vont crier, il y en a qui vont se parler à la deux ou la troisième personne du singulier, tu vois. Enfin, il y a tellement... Moi, personnellement, je me dis souvent, putain, mais... Bon, déjà, je prends, je prends des barres avec des gels, avec peut-être un peu de caféine ou des trucs comme ça. Déjà, la fatigue, si tu l'anticipes pas, tu prends cher, tu prends un gros coup de barre. Donc, je prends des pilules de guarana, tu vois, elles sont au-dessus de mon bureau. Le guarana, c'est des, voilà, tonifiants physiques et intellectuels. Bon, selon le, c'est quoi déjà la Fédération internationale de cyclisme, là, n'a pas considéré ça comme un produit dopant, donc je peux en continuer d'en prendre. Non, tout ça pour dire que c'est important d'anticiper le sommeil quand il arrive. Alors, soit s'il est vraiment fort, bah tu t'arrêtes et tu dors, mec, tout simplement, parce que voilà, t'es un humain, et si ton corps doit dormir, bah, tu dois l'écouter, à moins que tu sois vraiment un gros foldingo, mais c'est important d'écouter son corps. Et après, voilà, moi j'essaye de prendre de la hauteur et de me dire putain, c'est incroyable ce que tu vis, c'est incroyable ce que tu fais. J'espère que tu en es conscient et tu as fait le plus dur. Et voilà, en général, c'est à la fin où on se donne tout, parce qu'on sait qu'on est plus trop loin de l'arrivée, et on se dit voilà, tu as fait tellement de chemin, il y a tellement de, 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 de gens qui t'encouragent aussi. Évidemment, tu penses à tous les gens qui suivent, parce que voilà, une course, elle peut être suivie par plusieurs centaines de milliers de personnes qui font du dot watching. Je sais qu'il y a ma famille, des potes qui vont regarder 20 fois par jour où je suis, dans quel bled je me suis arrêté, qui vont penser, enfin bref, à moi pendant je sais pas combien de jours. Limite, il y en a qui vont pas dormir pour suivre ta course, tu vois. Voilà, c'est important de sentir ces énergies aussi, et puis de relativiser et de te dire, voilà, enfin, c'est des émotions, encore une fois, incroyables que tu vis. Essaye d'aller le plus loin possible. C'est des choses qui arrivent, tu sais pas, ça peut s'arrêter du jour au lendemain.
la chance que tu as de pouvoir faire des choses comme ça. Tu peux te blesser comme un con, tu peux perdre la vie, tu peux du jour au lendemain, je sais pas, rencontrer une nana et décider d'aller t'installer en Indonésie avec elle dans un van, tu vois. Et non, enfin, je tergiverse, mais tout ça pour dire que voilà, il faut être conscient du moment que tu vis, du moment présent, quoi. Je pense que c'est quelque chose d'un petit peu plus global. Bon, voilà, peut-être t'aurais aimé une réponse au tac, mais j'en ai pas à te donner. Non, il n'y a pas de souci, écoute. Je pense que comme ça, tout le monde pourra trouver en tout cas la réponse à cette question. Écoute, bah voilà, on approche vraiment sur la toute fin de podcast. Je tenais vraiment Yes. à te remercier avant de pouvoir te donner la parole pour que tu puisses terminer le podcast avec le sujet qui te tient à cœur. Ce sera toi qui pourras le choisir. Voilà, je tenais vraiment à te remercier d'avoir pris le temps de partager ta course, en tout cas avant qu'elle ait lieu, et puis d'avoir accepté de revenir aussi ultérieurement après la course pour faire un débriefing de celle-ci, puis de raconter comment ça s'est passé. Voilà, vivre quand même voilà, ce moment un petit peu au travers de ton récit. Et je voulais également remercier Benjamin qui a fait un message vocal, qui a pris le temps également de jouer le jeu. Et puis voilà, puis tous ceux aussi qui répondent un petit peu sur les réseaux, sur Instagram notamment, je communique quasiment essentiellement sur Instagram sur les joies du sport pour un podcast. Ouais. Et puis voilà, en tout cas merci encore. Et si tu veux profiter aussi pour faire ton petit instant promo, pour donner un petit peu où est-ce qu'on peut te suivre pour cette aventure et puis sur ton quotidien, à toi de jouer. Bah écoute, non, mais tout simplement remercier de manière générale, encore une fois, des gens que j'ai cités qui me donnent de la force, qui me supportent, qui me permettent tout simplement d'avoir un cadre où j'arrive à m'épanouir en tant qu'humain, en tant que sportif, en tant qu'ami. Les gens autour de moi font preuve de compréhension, je pense et puis surtout de support. Je suis accompagné donc, amicalement, on va dire, par Baptiste, encore une fois Baptiste Conin, mon préparateur coach à Nemours, par Vincent L'Espèce aussi, mon préparateur mental à Bordeaux, par Tanguino aussi, qui a fait une super une vidéo un petit peu documentaire, un peu ciné sur ma pratique de l'ultra aussi, il y a quelques jours, c'est sorti. Et je pense évidemment à Yvan, je pense aussi à toutes ces personnes, mes parents, qui ont accepté le fait que je sois une personne peut-être avec des délires certains, voilà, avec cette passion et avec cette façon de vivre, avec mon propre rythme, avec ma propre organisation de vie, avec ce week-end, je vais me lever à 4h du matin pour faire un gros tour et je vais rentrer ce soir complètement cramé. T'inquiète pas, je gère, qui me font confiance aussi, qui savent où je vais. J'ai quand même arrêté mon taf à Paris, j'ai arrêté mes études de droit, j'ai pas arrêté mes études de droit, j'ai pas continué dans ce domaine, donc tous ces gens qui me font confiance et qui me donnent la force, je voudrais vraiment les remercier. Et puis évidemment toi, Alexandre, avec ta curiosité, ta spontanéité, les joies du sport, je trouve que c'est un joli nom de podcast et c'est un beau projet d'aller à la rencontre de ces personnes qui sont passionnées et qui ont envie de parler de leur passion et de pouvoir le permettre à n'importe qui de rentrer dans les intimités de ces sportifs, notamment d'aborder les points de préparation, de course, etc., pour un petit peu démocratiser ces disciplines qui sont émergentes et encore une fois qui sont pas structurées, qui sont concourues et organisées par des gens qui donnent vraiment de leur passion, qui font ça bénévolement ou qui galèrent pour trouver un équilibre à leur vie, etc. C'est important. Bah écoutez, merci à toi de faire ça, et à vous de vous intéresser aussi à ça. Et puis encore une fois, mon dernier mot, c'est trouver votre passion qui vous anime et trouver votre carotte et vos motivations internes qui vous feront avancer dans vos sports, dans vos passions et puis dans la vie de manière générale. Voilà, on a tous des choses profondes en nous à trouver, à découvrir, à redécouvrir et qui peuvent nous rendre heureux pour toute la vie. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.